mètres de flotte de votre piscine, bon, ben, la qualité des eaux est bonne. Et puis quand vous commencez à avoir des germes fécaux, eh ben, la qualité des eaux, elle est moins bonne. Mais est-ce que le fait des germes, ça rend malade? Alors oui, le raccourci quand même des scientifiques, il était là, c'est que s'il y a des germes fécaux, il peut y avoir de l'hépatite qui se balade, il peut y avoir un certain nombre de choses. Donc, bon, j'ai un peu exagéré le trait pour vous faire marrer, mais quand même, quoi, on dépense quand même un pognon de dingue. Pardon, j'ai utilisé une formule. On dépasse quand même un pognon de dingue pour mettre des drapeaux à des endroits où, au fond, on n'a pas du tout réglé le problème du risque sanitaire de la baignade. Voilà. Alors non, parce que la pollution, tu mesures. Alors là, c'est une pollution bactériologique. Alors il y a bien d'autres pollutions. Il y a les PCB, par exemple, que tu mesures avec d'autres outils, etc. Mais il n'y a pas les métaux lourds, le plomb, les machins, etc. On n'est pas dans des eaux de boisson, hein. On est dans les eaux de baignade. Et dans les eaux de baignade, on cherche à mesurer le germe, le risque bactériologique. Et on fait un raccourci. Et ce raccourci des scientifiques n'était pas complètement faux. Ce raccourci des scientifiques, c'était de dire, si on voit des germes fécaux qu'on sait bien analyser, eh ben, on peut se dire qu'il y a effectivement d'autres germes et qu'il peut y avoir une contamination fécale. Mais comme on ne sait pas, par exemple, mesurer des maladies, je cherche comme par exemple la diphtérie, on ne sait pas le mesurer, le germe de la diphtérie. Il est rare, mais il est rare et grave. Mais en fait, bon, bah voilà, bah la diphtérie, on ne peut pas la mesurer, quoi. Bah alors, par contre, bah, on sait que s'il y a de la contamination fécale, bon, il y a un risque. Voilà. C'est, quand on a eu les grandes attaques de Covid, on s'est amusé à mesurer de la PCR Covid dans la flotte, là, pour voir s'il y avait du germe. On peut. Bon, mais simplement, il faut faire de la PCR un peu spécifique d'un certain nombre de germes. Bon, vous avez bien compris que cette mesure de la qualité des eaux de baignade, elle est quand même extrêmement bizarre et surtout, c'est des gentils germes, quoi. Enfin, c'est pas, ça rend pas malade, quoi. Ceux-là, ils ne rendent pas malade. Ceux-là, vous l'avez dans votre tube digestif, c'est ce qui forme votre biotope, votre deuxième cerveau, disent certaines personnes, hein. Et c'est ce qu'il faut protéger. C'est pour ça que les antibiotiques, ce n'est pas automatique et que quand vous perdez ce biotope-là, ben, quelque part, vous vous mettez un peu en situation compliquée au niveau des germes. Bon, cela étant, il y a des problèmes. Et alors, un des deuxièmes problèmes qui n'en est pas un, je cherche mon topo, c'est le problème des cyanobactéries. Alors ça, c'est plus complexe. Les cyanobactéries, en fait, ce sont des micro-organismes qui sont présents depuis quand même quelques années, puisque ça fait à peu près 3 milliards d'années qu'ils sont là, et qui sont presque à mi-chemin entre de la bactérie et du végétal, quoi. Le problème, c'est que ils fabriquent un certain nombre de, comment dirais-je, de petites choses là qui s'appellent des microcystines, et que ces microcystines ont une toxicité qui peut être propre. Alors, là encore, ces cyanobactéries, elles ne sont toxiques que quand on les boit, d'accord? Elles ont probablement été à l'origine de la mort de pratiquement 1000 soldats chinois, il y a à peu près 1000 2000 ans, là, où les gars avaient bu des eaux contaminées et ça donne, ça se met dans le, ça donne des hépatites et ça donne ça donne des maladies rénales. Donc, c'est ces microcystes qui sont potentiellement dangereuses. Et d'autre part, ils fabriquent un certain nombre de gaz, et notamment, ils fabriquent un certain nombre de substances qui font que les chiens qui sont à proximité de ces cyanobactéries, quand elles sont en nombre extrêmement important, peuvent mourir la plupart du temps parce qu'ils les inhalent, mais qu'ils les avalent aussi. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas boire l'eau euh, des rivières stagnantes, contaminées. Puisqu'en fait, pour qu'il y ait de la cyanobactérie, il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait de la chaleur et il faut qu'il y ait des nutriments, et notamment du phosphore et de l'azote. Voilà. On les observe surtout l'été, et pas de bol, c'est l'été qu'on va se baigner, quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, est-ce qu'elles sont mortelles? Eh bien, il n'y a aucun. Enfin, il y a quelques personnes qui sont décédées en ayant bu l'eau des cyanobactéries.
Mais en ce qui concerne la natation, il n'y a pas de décès, il n'y a aucune intoxication humaine qui a été répertoriée. Mais bon, ça n'empêche pas les législateurs, dans leur grande volonté de se couvrir, eh ben de mettre des arrêtés d'interdiction de baignade et des arrêtés d'interdiction de navigation. Par la même occasion, puisque tout le monde sait que nous, on est dans l'eau, quoi. Voilà. Donc, alors oui, et du reste, c'est même comme ça qu'on les repère. C'est-à-dire, en fait, alors c'est très pervers, mais en fait, vous gérez une baignade, vous devez regarder si votre baignade, est contaminée. Ça se voit à l'œil nu, parce que c'est des algues vertes, hein. D'accord? Donc, et là, soit vous êtes un peu daltonien, vous voyez rien. Enfin, c'est pas le vert, du reste, c'est pas grave. Enfin, soit vous voyez pas grand-chose, vous dites rien, vous faites pas d'analyse et vous continuez à vous baigner. Soit vous faites une analyse et là, les normes, elles sont quand même assez drastiques là. Et en plus, ils ont remonté le niveau des normes là, il y a très peu de temps. Et ce qui fait que, bah oui, s'il y a des algues vertes, vous allez vite vous retrouver avec une interdiction de baignade. OK? Mais c'est quasiment volontaire. Alors nous, dans les clubs, bah, il suffit de ne pas regarder, quoi. Parce que, je veux dire, vous n'êtes pas une baignade, quoi. Sauf si votre club, il est assis sur une baignade. Auquel cas, là, je crois qu'il y a une obligation de faire des prélèvements. Mais donc voilà. Donc, donc le problème des cyanobactéries, j'avoue que moi, je n'ai pas de, comment dirais-je, enfin, j'ai pas de philosophie, mais je pense que, en fait, de fait, ça ne nous concerne pas. Mais le problème, c'est que lever un arrêté enfin, une interdiction de baignade devient de fait une interdiction de navigation. Et, et bon, c'est vrai aussi que bon, si l'eau, elle est verte, croupie et dégueulasse, il faut peut-être pas y aller, quoi. Faut rester. Le problème, nous, comme on a avec, je vois les gamins, ils ont leur bouteille d'eau qui trempe dans la flotte, qui après se la ramassent, ils te la mettent au bec. Tant qu'ils ne la remplissent pas avec l'eau de la rivière, D'accord. franchement, voilà. Mais si l'eau arrive dans la bouche quand on. Bah non, non. Bah, un peu d'eau, c'est pas dramatique, quoi. Tu vas pas mourir avec 3 microcystes. Mais maintenant, si tu en bois pendant 8 jours, oui, peut-être qu'effectivement, tu auras une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique. Et puis, l'autre problème, c'est le dégagement de gaz qui effectivement tue les chiens, quoi. Voilà. Ce que je peux. Alors, en mer, il y a de la cyanobactérie, ouais. Non, mais les algues vertes. Alors, toutes les cyanobactéries ne sont pas toxiques. D'accord? Donc, en fait, dans leur analyse, ils mesurent le taux de cyanobactéries, mais ils mesurent le nombre de microcystes. D'accord? Et c'est celles qui produisent des microcystes qui sont dangereuses. Hein? Oui, des chiens et des sangliers, ouais. Après, c'est les algues vertes, c'est pas les traitements. Et c'était de là. Non, mais enfin, c'est un peu le même mécanisme. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Je crois que ça bloque l'oxygène, non? Oui. Ça bloque l'oxygène, mais Non, ça produit de l'H2S, en fait. C'est un produit de la toxicité, en fait. Le type, il est sorti de justesse, il fait que le chemin, il est pas mal. Ouais, mais il y a un enfant qui les dit. Ouais, et puis il y a un chien. Sur de l'algue verte? Ouais, on va faire ça. Bon. C'est de l'algue pourrie, j'insiste. Ouais, C'est pas l'algue verte. Ah non, elle est comme Elle est très bonne. Ouais, elle est comme ça. Oui. Parce que quand il y a des accumulations aux Ah, engrais, déjà, ça peut créer, et puis ça s'accumule. C'est clair que c'est la production d'engrais qui leur donne l'alimentation. Mais Et des lisiers. Et pendable avec le lisier. moi, je suis ambivalent, je n'ai pas encore la connaissance. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'essai signalé en France, quoi. Tant qu'on n'est pas dans de l'ingestion, ben, on n'est pas dans un risque. Voilà, ça ne va pas traverser la peau. Un petit interview en parlant de ça. On a un plaque en côté de la piscine, et bon, je dirais, c'est interdit parce que c'est une bactérie et parce qu'au milieu, il y a une espèce d'instrument comme une sonde qui passe un peu d'eau pour la pêche, là, et qu'il y a un type qui va s'épucer, qui va arranger ça dans son entretien. Et ce type-là, il est tombé suite à ça, et au malaise, il est tombé malade, il a fait 2 semaines.
dit que c'est à cause des cyanobactéries, mais c'est interdit l'accès au bassin. Alors, ouais, Écoute, j'ai un peu regardé la littérature, moi je n'avais pas trouvé de mort. Alors, peut-être qu'il y a eu quelques malades, mais voilà, il n'y a pas. Bon, du coup, les eaux Mais l'ARS, elle est claire, comment dire, sur la retenue, et elle va mettre des interdictions de navigation très vite. Hein. oui, mais bon, on a eu ces interdictions de navigation sur les eaux de baignade, là, par exemple, notamment chez toi, c'est son Sévigné, là, où, il y a eu une bagarre absolument sans nom. Et puis ils ont fini par lever leur arrêté préfectoral. Le préfet, ah bon, il y a un risque, il s'en fout, il fait un arrêté, il arrête tout, et c'est terminé, quoi. Et il n'y a pas de réflexion. Protège. Ouais, ouais. Donc, à chaque fois qu'il y a un peu de travers, faut que ça revienne. Ouais, enfin, je sais pas s'il a vraiment raison. On est dans une société. Ah non, mais la société comme ça, il faut que tu sois responsable dès qu'il y a un problème. Oui, mais à ce petit jeu-là, on va nous interdire de naviguer sur les rivières parce qu'on risque on risque de créer des désordres. Donc, bon, en tout cas, vous avez senti quand. Bon, sur les eaux de baignade, là, je me marre, là, mais sur les cyanobactéries, c'est un problème un peu complexe. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai pas de notion qu'il y a de la gravité dès lors qu'on se baigne dedans, quoi. Et pour les bouteilles des gamins, justement, le fait que ça trempe dans l'eau Le plastique, il isole l'eau qui est à l'intérieur. Non, mais ils mettent à la douche, après on les fait, ils jettent en Ouais, mais c'est pas trop. bouteille à la douche. Enfin, il faut. Hein Oui, elles sont fermées. Oui, c'est sûr que les gamins ils peuvent se faire une salade d'algues vertes, auquel cas, c'est pas une bonne idée, quoi. Je voudrais passer un peu de temps sur le vrai problème de santé qui nous concerne. C'est ça, les bouteilles, là, parce qu'à chaque, il y a Jean-Guy, il l'a eu juste en étant entraîneur, et je vois les gamins poser leurs bouteilles de flotte pendant leur séance là, sur les enrochements où il y a les ragondins sur Mais là, c'est le sujet d'après, là. Après, faut que je le trouve. Les ragondins, il y en a moins. Le pêcheur, l'heure de pêche, il est Je ne vais pas vous embêter avec ma communication de Montpellier sur la leptospirose, mais je vais utiliser un outil qui est simple, qui est comment dirais-je, le dépliant qu'a fait le ministère de la Santé et l'INVS à l'époque sur la leptospirose. Alors, la maladie. Alors, le problème de la leptospirose, c'est que c'est une maladie qui est effectivement grave et qui est potentiellement mortelle. Et si, alors autant sur les accidents de noyade, on avait quand même des chiffres, c'est spectaculaire. Sur les accidents de leptospirose et la mortalité par leptospirose, c'est un petit peu plus compliqué à avoir des notions. Mais moi, ça fait quelques années que j'y suis, et des décès parce qui ressemblent fort à de la leptospirose, je vais vous dire qu'il y en a quand même un tous les 2 ans. D'accord? Et des maladies à type de leptospirose, il y en a au moins 2 par an. D'accord? Avec des gens qui survivent. Mais ça, c'est au doigt mouillé. Hein. Attention à mes chiffres, mais moi, j'ai souvent quand même, je ne les ai pas toutes, hein, les remontées, mais j'en ai quand même quelques-unes. Et de ce que je vois des remontées, il y a de la leptospirose et que c'est un vrai problème de santé chez nous, quoi. On est au bord des rivières et au bord des rivières, on a ce genre de problème. Alors, en fait, la bactérie, c'est un spirochète. Et cette bactérie, elle, comment dirais-je, elle vient contaminer des rongeurs, et elle vient contaminer des oiseaux, elle vient contaminer pas mal d'animaux, d'accord? Mais ceux qui sont les plus malins là, et les plus problématiques, c'est les rongeurs.
Alors, en fait, dès que c'est sale, dès qu'il y a des poubelles ou des ordures, dès qu'il y a des gens du voyage qui sont passés par là, attention, il y a des rats. Et les rats ne sont pas tous contaminés, c'est comme les tiques, hein, ils ne sont pas tous atteints de la borréliose, mais ceux qui sont contaminés sont potentiellement transmetteurs de cette leptospirose. Alors, ce qui est complexe aussi dans la leptospirose, c'est qu'il y en a des tonnes de variétés. Il y a pratiquement 120 sérovars et il y a 120 formes de leptospirose. Alors, c'est quoi les signes de la maladie? Les signes de la maladie, c'est de la fièvre. Bon, et une fièvre qui n'est pas une petite fièvre, hein. C'est du 39 de fièvre. Ça démarre brutalement et ça met entre 1 et 2 semaines à s'installer. C'est-à-dire qu'on a quand même oublié qu'on a fait du kayak dans un endroit pourri. Et ça ressemble à une grippe, quoi. C'est des douleurs musculaires un peu plus cognées et des douleurs un peu articulaires. Et en période de Covid, ça ressemble à un Covid, quoi. D'accord? Bon. Avec ces maux de tête, là, comme dans le Covid, ces douleurs abdominales, et puis ces courbatures et ces articulations. Et là ça devient complexe parce que, comme vous le savez, les antibiotiques, c'est pas automatique. Et que pendant des années, dès que les mecs avaient un pet de travers, on leur collait des antibiotiques. Et les kayakistes, on les guérissait de leur leptospirose. Mais dès qu'on a commencé à arrêter de mettre des antibiotiques systématiquement, je n'ai pas dit qu'il fallait mettre des antibiotiques systématiquement, mais un des effets secondaires du fait d'avoir arrêté les antibiothérapies systématiques, c'est d'avoir laissé développer des leptospiroses chez un certain nombre de nos collègues. Alors, jusqu'à présent, il y avait quand même un truc qui était un repère absolument important, c'est que la grippe, c'est l'hiver. Donc, jusqu'à présent, il y avait un truc simple, c'était la grippe l'été, ça n'existe pas. Et même si le mec, votre médecin généraliste, relevait son col en disant « Écoutez, mon petit gars, je connais mon métier, moi, je vous dis que c'est viral et que je ne vous mettrai pas d'antibiotiques », là, le message qu'on faisait passer, c'est « Moi, je suis kayakiste, je suis exposé au risque de leptospirose, il faut me traiter comme si j'avais une leptospirose, c'est trop cogné pour que ça soit une simple grippe. » Et la grippe, ça n'existe pas l'été. La merde a commencé parce que maintenant, il y a le Covid. Donc, il faut tester le Covid. Et si le mec n'a pas le Covid, bah, ce n'est pas la grippe. D'accord? Bon, puis maintenant, ça se teste parce que là, les labos ont développé leur technique de PCR à une échelle que vous imaginez même pas, là. Ils se sont gavés comme c'est pas permis. Et donc maintenant, il y a de la PCR, quoi. Donc, on peut faire une PCR grippe Covid assez facilement pour être sûr que ce n'est pas une leptospirose. Parce que le problème du diagnostic de leptospirose, on peut faire une PCR de leptospirose. Mais là, ça les a moins intéressés, là, les mecs qui font du labo, là. Et du coup, vous allez avoir un résultat au bout de 7-8 jours, quoi. Bon, 7-8 jours, vous avez des chances d'être très malade, quoi. D'accord? Et d'avoir laissé aggraver la maladie. Donc, il ne faut pas attendre le résultat du test PCR pour mettre en route une antibiothérapie. Si ce n'est pas une leptospirose, bah, tant pis, quoi. Vous aurez bousillé votre flore intestinale pour rien, mais c'est peut-être pas si grave que ça que de mourir d'une leptospirose. On fait par élimination, c'est pas grippe Covid. Avant, c'était simple pour moi, parce que je savais comme discours, l'été, il n'y a pas de grippe. Donc, si c'est un truc qui ressemble à de la grippe en plein été, que c'est un mec qui fait du kayak, il faut le mettre sous antibiotiques. Tous les antibiotiques marchent. 5 jours d'amoxicilline, 5 jours de macrolide, 5 jours de tétracycline. Vous mettez ce que vous voulez. De toute façon, il ne résiste pas. Il résiste pas, quoi. Voilà. Il ne résiste pas. À condition de les. Dans ces cas-là, il faut faire un. Alors après, il faut faire une PCR, mais comme je vous ai dit, la PCR, c'est très difficile à mesurer une leptospirose dans le sang. Il faut la mesurer dans le sang, il faut la mesurer dans le liquide céphalorachidien, faire une ponction lombaire. Bon, ça ne se fait pas comme ça au cabinet du docteur, quoi. Donc, nous, on le fait quand on a des malades très cognés, quoi. Quand ils arrivent à l'hôpital. Donc, on pense que c'est une leptospirose. On soupçonne ce diagnostic. On va faire cette PCR. Et la PCR, avant, elle remontait quasiment à l'Institut Pasteur, même que vous étiez à Lyon ou à Marseille, pour pouvoir, parce qu'il y a, entre guillemets, un centre de référence
et que le centre de référence, il était à l'Institut Pasteur de Paris. Donc, on n'avait pas de... si on attend le diagnostic, avant c'était un sérodiagnostic de Vidal et Petit, là ça mettait pratiquement 10 jours à avoir le résultat. Et maintenant avec la PCR, je crois qu'on peut raccourcir les délais, mais de toute façon, il faut traiter les malades. Enfin, je veux dire, si vous avez, je parle pas d'un mec qui a 3 symptômes, hein, une petite courbature, un truc, mais le gars qui a 42 fièvres, qui a des courbatures, qui a un mal de tête cogné, lui, il doit être traité. Et peut-être même hospitalisé. OK, pour que les choses puissent se gérer. Donc voilà le message le plus important que je veux faire passer en ce qui concerne la leptospirose. Il n'y a pas de grippe l'été. Et le problème, parce que moi, dans mon expérience, c'est que des collègues qui ont fait, je connais mon métier, les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est des dizaines de cas de gens qui ont plus ou moins survécu parce que ils m'ont passé un coup de fil, etc. Ils se sont un peu renseignés et j'ai rappelé le collègue et je leur ai dit les antibiotiques, c'est pas automatique, sauf chez les kayakistes. Voilà. Et les gars, ils ont fait une PCR derrière, elle était positive, quoi. Bon, j'en ai hospitalisé une partie à Fontainebleau. On avait un recrutement de leptospirose à Fontainebleau qui était extrêmement important quand je bossais là-bas. Bah, c'est normal. Je les hospitalisais chez moi, quoi. Voilà, mais ils venaient de loin. Hein. Des fois, ils venaient quasiment. Il n'y avait pas une épidémie de leptospirose à Fontainebleau. Ils venaient juste me voir, quoi. Voilà. Ça s'est porté sur les yeux. Donc c'est une vraie merde, hein, la leptospirose. Voilà, c'est une vraie merde. Alors, donc les risques, c'est voilà, la baignade, la pêche, le canoë-kayak, le rafting. Le rafting, alors pour qu'il y ait quand même de la leptospirose, il faut qu'il y ait des eaux un peu stagnantes. Mais stagnantes, c'est compliqué parce que à un moment, j'avais un très très gros recrutement des rafteurs du Morvan, là. Hein, parce que sur la cure, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment, mais il y a eu de la leptospirose, quoi. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu de la leptospirose. À Corbeil, il y a eu de la leptospirose, là. Parce que quand les gens du voyage se sont installés sur le terrain d'à côté, là, et ont laissé leur merde, et ben, on a vu des cas de leptospirose. Et moi, j'ai un fort doute sur le décès d'une gamine, là, sur une leptospirose. Une de leurs gamines qui est décédée il y a quelques années, là. Je ne sais pas si tu te rappelles. J'ai un fort doute sur une leptospirose. Alors bon, donc en milieu professionnel, c'est aussi quelque chose qui existe, et donc ça renvoie du reste vers la problématique de est-ce que les rafteurs et est-ce que les cadres de notre fédération sont des professionnels. Voilà. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Que les clubs communiquent déjà. Pardon. Il y a quelqu'un qui pose une question. J'essaie d'ouvrir le micro. Par le chat, peut-être? Ouais, peut-être écris-le à Sylvie, le temps d'essayer de trouver la solution. Ah non, ça va marcher, Sylvie. Alors, Non, j'ai pas forcément de questions, mais je voulais savoir parce que effectivement sur la cure, il y a eu des problèmes de leptospirose. Et est-ce que c'est uniquement le rat ou est-ce que c'est tous les rongeurs qui peuvent la transmettre éventuellement? les rongeurs et même les oiseaux et même certains mammifères du renard, enfin voilà, ils peuvent être atteints. Et est-ce qu'une blessure peut être contaminante en fait? Est-ce que quelqu'un qui s'est coupé le pied, qui a une blessure ouverte peut être contaminé par la leptospirose dans le cas des os souillés? Être contaminé, c'est certain, d'accord? C'est même le mode de contamination. Être contaminant, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait, il faudrait qu'il ait la leptospirose, qui soit pas très symptomatique pendant sa phase d'incubation qui est de 1 semaine à 15 jours et qui la donne. Non. Par contre, ce qui est clair, c'est que pour se contaminer, il faut avoir une micro-coupure, d'accord? Voilà. Pratiquement, mais c'est une micro-coupure, hein. C'est pas une grosse
découverte, quoi. C'est-à-dire, il suffit de marcher sur un rocher sur lequel le rat a pissé 3 jours avant, et vous pouvez vous contaminer par la leptospirose. Pourquoi D'accord. il vit combien de temps le virus? Très longtemps. Bonne question auquel je ne sais pas répondre. C'est la réponse con. Mais il vit très longtemps. C'est marqué quelque part. Attends. Je l'ai noté, mais je crois que c'est plusieurs semaines. Ouais. Parce qu'il se spore. Enfin, je crois qu'il est en. Ouais. Je crois qu'il a une capacité, en tout cas, à survivre. Et il faut quand même qu'il soit en milieu humide. Il faut qu'il soit en milieu humide. D'accord? Il ne peut pas survivre sur un rocher sec au soleil, quoi. D'accord. Bon, Il peut survivre sur un rocher immergé, oui, même oui. s'il y a de l'eau courante dessus. L'eau où l'eau est un peu protégée, là, une espèce de contre de raft où il n'y a pas beaucoup de mouvement, quoi. Sur les dépliants, ils disent plusieurs mois dans un milieu extérieur humide. Oui, dans le document que je donne, là, c'est ça? Ouais, voilà, plusieurs mois en milieu hydrique, quoi. Ah, c'est méchant. Par les muqueuses, certainement. Pas par la peau, peut-être par les muqueuses ou par. Non, là, on discutait sur la durée Ah, la durée, mais- du spiroquète en milieu hydrique dès lors que le rat il a fait pipi, quoi. Donc c'est plusieurs mois, quoi. Donc il peut rester plusieurs mois dès lors qu'il se balade dans l'eau et que l'eau n'est pas très courante, quoi. Parce que effectivement, quand il y a de l'eau très courante, il y a un effet de chasse et ils s'en vont, quoi. Ah, mais ce qu'il disait aussi, c'était le moyen de contamination. Ça veut dire qu'une bouteille que tu laisses sur ton rocher mouillé. Ah bah, là, la bouteille, autant sur les cyanobactéries, j'étais plus réservé, autant effectivement, on pourrait imaginer que la bouteille que tu mets dans l'eau au bord du bassin peut te contaminer. Mais attention, la contamination, elle passe par voie transcutanée. Il y a quelques explications, enfin, il y a quelques cas où l'hypothèse d'une contamination par voie transmuqueuse, pardon, a été évoquée. Mais ça reste quand même une micro-blessure cutanée, d'accord? Mais par les muqueuses, il y a une discussion, ouais. Mais c'est une possibilité. Les gencives. Ouais, il faut avoir- Si on boit, c'est pas très grave. On boit. Sauf si tu as une gencive un peu. Là, moi, je ne boirais pas un truc dont je sais qu'il est contaminé par la leptospirose. Si on boit la tasse. Si on boit la tasse, je pense que ce n'est pas un problème, surtout si c'est dans une eau pas stagnante, quoi. Voilà. Alors après ça, quand on peut développer des anticorps, le corps, dans certains cas, va se sentir Le problème des anticorps, c'est qu'il y en a 120, les sérovars, et encore, dans les sérovars, il y a encore des formes. C'est-à-dire, il y a un grand nombre de variants pour vous parler Covid, là. D'accord? Et que donc, et c'est tout le problème, du reste, on va aborder. Alors, oui, les questions. Par contre, je voudrais qu'on discute sur les mesures de protection. Donc, il faut vraiment protéger ses pieds. Hein, sur les bords de bassin, on ne peut pas accepter que des mecs marchent pieds nus avec leurs tongs, etc., quoi. Je reconnais qu'en slalom, il n'y a pas de slalomeur ici, c'est impossible à obtenir, mais n'empêche que il y a un certain nombre de slalomeurs qui ont payé des tributs importants à se choper de la leptospirose parce qu'ils marchent pieds nus sur les bords de bassin. Alors, je sais pas, moi, mettre une paire de tongs dans le fond du bateau, enfin une paire de chaussures, c'est pas non plus insurmontable, quoi. Il y a quand même, je sais que le poids est limité, mais il y a quand même, il suffit de l'intégrer dans le poids du bateau, quoi. Il faut prévoir un vissage pour bien montrer que tu les enlèves pas. Non, et puis de toute façon, le discours, c'est assez simple de le donner, hein, c'est que un athlète qui s'est blessé au bord de l'eau, il ne sert plus à rien sur l'eau. Donc, autant se balader au bord de l'eau avec des tongs. Enfin, Oui, on pourrait avoir ce discours, mais là, je suis pas sûr qu'on soit si entendu que ça quand je regarde un peu ce qui se passe. Après, si on arrive sur la compète N1, parce qu'il n'y a que les N1 finalement qui ont le droit de pieds nus. Mais c'est les autres, ils singes. C'est les seuls. Et finalement, la pratique, elle se fait à Mon fils, il en 85% sur des stades d'eau vive. Ouais, mais le stade de vive, c'est comment te dire, le stade de vive, c'est pas forcément l'endroit. Enfin, il y a des gens qui mangent, qui pique-niquent, et donc il y a un risque qui est pas
C'est pas négligeable, quoi. Bon, porter les chaussures, peut-être pas les gants, les bottes et les cuissards, comme ils disent. Peut-être porter quand même aussi des combinaisons et des vêtements de protection. Hein. Et puis, donc, il faut désinfecter les plaies aussi, parce que c'est sûr qu'une plaie qui a été désinfectée, la leptospirose, elle ne va pas s'y mettre, quoi. Enfin, si vous avez une petite plaie, il ne faut pas laver les plaies avec l'eau de la rivière, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, la vraie discussion, et ça nous a énormément préoccupés, nous, à la commission médicale, depuis 92, la vraie discussion, c'est la vaccination. Parce que bien évidemment, il y a une vaccination anti-leptospirose. Mais attention, en 92, enfin 90, là, je suis parti bille en tête, moi, en me disant, ben ouais, c'est quand même une maladie grave, mortelle, vaccinons-nous, quoi. Et là, j'ai commencé à remonter la chaîne. La vaccination anti-leptospire, elle a été fabriquée par un garçon qui s'appelle Barenton, parce que les égoutiers de Paris, dans les années 50, mouraient tous de la leptospirose. Il y a eu une grosse épidémie de leptospirose, et lui, à l'époque, il s'est dit, on va peut-être essayer de trouver une solution. Il a essayé de développer un vaccin qui marche sur 4 sérovars, et notamment, là, je vous fais du détail, qui marche sur Ratus norvegicus, donc qui était un des sérovars, qui était à l'époque celui qui avait tué les égoutiers, là. Et il a développé un vaccin qui permettait, en tout cas pour cette épidémie-là, de régler le problème. Le problème, c'est que son vaccin, il marche que sur 4 sérovars sur 120. Et donc, il y a d'autres sérovars. Oui, il y en a qui sont plus dangereux. Et donc, il a quand même, c'est là où je suis un tout petit peu ambivalent, il a quand même développé sur les sérovars les plus dangereux. Enfin, peu importe, je ne vais pas vous les donner, mais ils sont là, une partie des sérovars, les ictero-hémorrhagia, les grippophthyphosa, les caniculas, là, et autres joyeusetés. Mais donc, son vaccin, on peut dire, marchait en partie sur une population qu'il avait aussi préalablement informé que cette vaccination ne suffirait pas à les protéger contre la leptospirose. Voilà. Donc, en gros, alors je ne suis pas du tout un anti-vax, hein, que les choses entre nous soient claires. Mais sur ce vaccin-là, c'est quand même pas un excellent vaccin, d'accord? Et puis, autant sur le Covid, ils avaient du blé à se faire et donc ils y ont été, quoi. Mais autant sur la leptospirose, ils n'y vont pas, quoi, d'accord? Parce que sur la leptospirose, voilà, on a encore un vaccin merdique qui ne marche pas. Il marche tellement pas, et ça c'est là où la colère peut être importante, il marche tellement pas que Pasteur, il y a 3-4 ans, l'a revendu à un laboratoire laboratoire de merde qui s'appelle Spiroquette, et qui là d'un seul coup s'est mis à nous harceler, là, et continue à essayer de le diffuser. C'est le même vaccin, il est aussi merdique, il ne marche aussi peu, mais leur discours, c'est que ça peut éventuellement prévenir quelques formes graves. Donc, il y a des gens qui se posent la question, les triathlètes, par exemple, il y en a certains qui se vaccinent. Alors, la vaccination, il y a un truc qui calme quand même, c'est que c'est un vaccin qui marche pour 6 mois, je crois. Il faut 3 injections, et c'est 200 balles par injection. Ça calme. D'accord? Voilà. Mais, enfin, comment vous dire? Ça sera un vaccin contre le sida. Ça vaut le coup, parce qu'il n'y a pas de traitement du sida, enfin un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, ça vaudrait le coup de faire ce vaccin-là, de protéger quelques-uns contre la maladie. Mais là, le traitement, on l'a. Il suffit de savoir que c'est une leptospirose, il faut évoquer le diagnostic, mettre les antibiotiques, et on a le traitement. Donc, aller foutre un vaccin qui ne sert à rien, en mettant en plus des gens dans une situation où on va leur faire croire qu'ils sont vaccinés. D'accord? Un peu comme les mecs au Covid, parce que, allez, je vais faire un peu mon anti-vax, mais le vaccin du Covid, c'est pas non plus, marche pas génial, quoi. Hein. Vous avez remarqué quand même qu'il y a des mecs qui sont vaccinés 3 fois et ils font le Covid, quoi. D'accord? Bon. Moins fort. Moins fort, ouais, moins fort, voilà. Et on était
on est un peu dans la même logique avec le vaccin anti-leptospire, c'est-à-dire moins fort ou parfois du reste à côté, quoi. Parce qu'en fait, les gens qui font le variant et qui font la forme grave sous variant, ils font la forme grave sous variant. Mais on en a vu beaucoup moins, quoi. Par rapport à l'hécatombe qu'on attendait, ça a quand même considérablement révolutionné le truc. Je ne suis pas un anti-vax, hein, d'accord? Mais si on veut quand même raisonner en termes de qualité du vaccin, bon, c'est pas ce qu'on attendait du vaccin. Du vaccin, on attendait que la maladie ne passera pas par moi, quoi. En pratique, le mec vacciné, bah oui, il est pas malade, mais l'autre qui est anti-vax, il s'en prend une et il finit en réanimation. Encore hier, j'en ai mis un en réanimation, hein. Ok. Donc, donc, je reviens sur ma vaccination au leptospire. Le problème est différent. Peut-être que ça protège contre une ou deux formes graves. Donc, dans un certain nombre de situations, on pourrait peut-être discuter, vous sentez que je commence déjà à me décaler un peu, on pourrait peut-être discuter de l'intérêt de cette vaccination, mais pour faire en population générale, ça n'a pas de sens. Alors, les populations qu'on pourrait peut-être vacciner, c'est par exemple les rafteurs du Morvan qui étaient atteints d'une souche particulière qui, coup de bol, marchait sur ça. Donc, qui, coup de bol, était protégé par... voilà, donc ça, à la rigueur, ça peut être faisable. Il y a eu, quand on est parti à Londres, là, il y a eu des slalomeurs vaccinés, quoi. Parce que les Anglais, ils étaient fous et que donc ils ont obligé à la vaccination. Mais alors, il y a des vaccins plus efficaces, notamment en Australie, où les gars, ils ont un peu mieux bossé que nous et ils ont des vaccins un peu meilleurs. Mais bon, avec un plus grand nombre de sérovares. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la leptospirose? Et surtout, voilà, il est 51. Donc, Facile. Hein, Facile. c'est ça, hein? Ouais, c'est bien. Je suis dans mon timing, je fais Ouais, attention à ça. ouais. Donc, je suis prêt à répondre à 9 minutes de questions. Tu promets pour le dire. Est-ce qu'il y en a envie, peut-être? Ouais, je sais pas, je vais enlever ça pour voir. Là, Attends, tu parlais tout à l'heure de cette. Non. Enfin bon, voilà. leptospirose, ouais. Alors, on parlait rivières, mais dans les lacs, dans les étangs. C'est pire dans les lacs. C'est pire dans les lacs et dans les endroits stagnants, d'accord? Parce que moi, personnellement, j'ai des petits-enfants. On va dans les lacs régulièrement, etc. Où il y a aussi des baignades, surveillance, etc. Il y a beaucoup de choses qui font des. Bah, t'as zéro Escherichia coli, mais pas de bol, t'as de la leptospirose dedans. Et comme personne ne la mesure, parce qu'on ne sait pas la mesurer, bah, tu peux mourir d'une leptospirose alors que ta baignade est autorisée et qu'il n'y a pas de Parce que la contamination, elle est que locale, de toute façon. Elle n'est pas sur tout un bassin. Non, après les rats, ils se diffusent, quoi. Cette personne, elle survit au froid ou Pardon? il faut une certaine température ou est-ce que le froid la désamine? Je ne suis pas si sûr. Enfin, la congélation sûrement, mais le froid, Le laquage de l'hiver, c'est pas suffisant. oh, peut-être si quand même. Mais je ne suis pas assez intime avec les leptospires. En plus, il y en a plusieurs formes. Elle a quand même 6 mois de survie bactérienne. Elle est costaud, hein? Ouais. Et la maladie, alors, ouais, peut-être la maladie, je peux vous donner quelques précisions. Au début, c'est un syndrome gripal. Et après, si vous voulez, ça vient altérer. Et donc, comment dirais-je, c'est une maladie ictéro-hémorragique. Parce qu'en fait, ça vient bousiller le foie et donc ça donne un ictère. Les malades deviennent jaunes et ça bousille les cellules, comment dirais-je, les plaquettes, et notamment, et ça donne une CIVD, une coagulation intravasculaire disséminée, et ça entraîne des hémorragies un peu dans tout le territoire. Et donc, au moment de la phase d'état de la maladie, vous pouvez mettre les antibiotiques que vous voulez, c'est plus le problème. Le problème, c'est de régler le problème du rein qui est très malade, de supplémenter le foie, de mettre le poumon en mode artificiel et de faire en sorte que le cœur continue à tenir. Eric de Guil, là, qui en janvier a eu ça il y a un an, hospitalisé 10 jours. Ouais, mais il n'a pas été, il n'a pas eu besoin de réanimation majeure. Non. Kevin Eric de Guil. Eric de Guil. Ah oui. Il a fait une leptospirose? Ouais, c'était pas la première en plus. Et là, il est hospitalisé 10 jours. Et ce qui a été surtout compliqué, c'est qu'il a mis
plus de 6 mois à récupérer Ah oui. ses capacités cardiaques et physiques. Enfin, ça a été hyper long, alors que c'est quelqu'un qui s'entraîne, quoi. C'est un sportif. Ouais. Ah oui. C'est énorme. Des soupçons sur le banc de la fièvre et la courbature. Fièvre, courbature en dehors de l'hiver. Franchement, faut- ouais, ça c'est super important parce que Il y a les kayakistes. Est-ce que ça résiste à vos bombes? je crois que ouais, mais pas tant que ça quoi. Elle aime pas la mer, elle est spirose, ouais. Il a peur de la mer. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'au niveau fédéral, il n'y a pas de communication là-dessus sur. On va aussi quand même dans tous les clubs. Ma faute, c'est ma très grande Non, faute. non, Alors, non, quand tu prends ta licence, il pourrait y avoir. Après, c'est le rôle des clubs. Ça dépend des clubs dans lesquels tu es. ouais, c'est Enfin, nous, c'est pas difficile, quartier quoi. en Alors, Après, ça pourrait être une communication automatique le mec avec qui prend sa ta licence. quand Ah, tu arrives oui. chez toi. On Ah, pourra avoir oui. le petit fascicule là. c'est une communication super difficile parce que à l'heure où on essaye de faire 80 000 licences, t'arrives, Oui. bonjour monsieur. Alors, les passeports, hein, Ouais, mais t'attends ok. qu'il est payé. Bon, 252 morts, on a trouvé là. Ça, Hein. Signé là. Ça a été un peu le débat dans notre club quand l'ARS et la communauté a décidé de mettre un vieux panneau de leptospirose sur la zone d'embarquement, quoi. Tu vois, comme tu dis, ça casse un peu l'ambiance. Les gens, ils te disent, c'est la première chose qu'ils te disent quand ils veulent faire du kayak. Est-ce que c'est dangereux en fait de naviguer ici? Tu dis, bah, Même pour les parents. Ferme la Ouais, bouche, tu ne vois pas. C'est ça qu'il y a des temps. C'est vrai que la com, elle n'est pas si simple. Non, et c'est compliqué, hein, et c'est pour ça que moi, les gamins, ils se baignent pas dans l'hiver, hein, tu vois. Même quand ils ont envie l'été, c'est non, quoi. Enfin, ils se projettent un petit peu de flotte. Non, mais quand ils se baignent, mais je vais dire, on s'amuse pas après la séance de kayak à se tremper dans l'hiver, quoi. ah bah, Alors, pareil. parfois, Dans la Vilaine, c'est la mairie, par exemple, ça les dérange pas les radeaux, quand ils font, même quand les gamins se baignent, il n'y a personne qui les personnes. Quand tu sais pas. l'encadrant plutôt. C'est partout la veille sur les cadres qui vont transmettre des messages. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, on t'écoute. Oui, alors, bon, je m'en excuse parce que c'est peut-être un peu spécifique, mais en même temps, ça peut concerner d'autres personnes. En fait, c'est une question qui est liée au fait que nous, à Gennevilliers, on navigue dans un bras qui va être où il va y avoir un peu de changement parce qu'il y a les JO, enfin le village olympique qui va comment dire entrer en activité et du coup VNF commence à draguer le bras de Seine dans lequel on navigue. Alors il y a des inquiétudes au sein du club sur la pollution et les risques que pourrait occasionner le dragage du fait que ça va remuer des matières qui se trouvent au fond de la rivière. Est-ce qu'on peut se forger une opinion là-dessus? Est-ce que ça a un intérêt de faire des tests après cette opération? Qu'est-ce qu'on peut redouter en fait par rapport au fait qu'on remue effectivement le fond de la rivière? Alors, on est dans une problématique qui est strictement sanitaire, donc on est dans des bactéries et des bêtes du vivant, ou en tout cas du monde à cheval entre le minéral et le vivant, d'accord? Là, ta question, c'est qu'on va sortir autre chose. On va sortir des métaux lourds, de la pollution, des PCB, et c'est un autre champ encore, d'accord? C'est-à-dire, on va ressortir des métaux sédimentés depuis quelques années. On est sur le site de Vert, là, où le site de Vert a été pendant des années la poubelle de l'Île-de-France. Puisque quand la carrière a arrêté de fonctionner, on y a mis des tas de... Et donc, on peut imaginer qu'on a dépollué, entre guillemets, mais on sait très bien qu'il y a un certain nombre de métaux lourds et de choses comme ça qui peuvent être dans le bassin de Vert. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles les écologistes se sont battus pour qu'il n'y ait pas de communication entre les deux milieux, entre la rivière et le bassin. Et ils nous ont bien fait chier parce qu'on n'a pas de gravitationnel, mais ils n'avaient peut-être pas complètement tort d'isoler les deux milieux, quoi. Corbeil, c'est notre sujet. Il y a un phénomène d'enracinement, mais ils ne veulent pas
Ils veulent pas parce qu'ils savent qu'en dessous. Ouais, ils veulent pas parce qu'ils veulent pas mettre l'argent, mais Pas que, je pense. oui, oui. Visiblement, il y a des soucis de pollution, de soulever des, comme tu dis, des métaux lourds. Et du coup, d'empêcher à la navigation un certain temps, quoi. On n'a pas vraiment répondu à ta question, mais Non, mais si, mais du coup, si je comprends bien, enfin, ce que tu dis, c'est que en remuant le fond, on va pas spécialement oui, modifier la population bactérienne et on va potentiellement et même probablement diffuser des métaux lourds, mais que du coup, c'est pas la même problématique et pour une pratique de kayak avec quelques bains potentiels, c'est pas. après, ça touche les Ouais. pêcheurs, c'est-à-dire tous ces métaux lourds, ils vont être incorporés dans les chaînes alimentaires comment dirais-je, des animaux vivant dans l'écosystème, et on va finir par les retrouver dans nos assiettes, quoi, si tant est que vous mangez les poissons de votre rivière, quoi. Oui, alors on n'est pas censé manger ceux qu'on pêche dans la Seine, je crois. Mais... Bon, mais je crois que c'est parce qu'ils savent que qu'il y a du PCB dedans, quoi. Ok. Ah oui, même aux animaux, d'accord. Les phénomènes de dragage, tout ça, il y a une surveillance de l'eau, justement, de la qualité de l'eau. Je sais pas. Et encore une fois, je vous dis, c'est quoi la qualité de l'eau, quoi? C'est mesurer. Actuellement, la qualité de l'eau, c'est des millions d'euros dépensés pour mesurer la qualité des eaux de baignade. Je vous ai dit ce que j'en pensais. On mesure s'il y a du caca dans l'eau, voilà, point barre. Mais on ne mesure pas. Enfin, si de temps en temps, il y a des études ad hoc pour mesurer les PCB, pour mesurer les polluants, etc. Mais c'est pas du tout un truc de routine. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que derrière, est-ce que ça rend malade? La vraie question, c'est ça. C'est est-ce que ça rend malade? Est-ce que les PCB rendent malade? Nous, on est dans la chaîne terminale, donc on mange des poissons qui ont bouffé du PCB. On est plein de PCB, de microbilles de plastique, comme les baleines, hein, et puis, ben voilà, quoi. Est-ce que ça va nous rendre malade? Non, pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas. Si bouffer du plastique, ça nous rend malade, mais on en mange, hein, forcément, puisqu'il y en a de plus en plus. Et puis après, vous avez compris que trouver un lien entre un phénomène et la maladie, c'est compliqué, quoi. En plus, des fois, c'est un cumul. De contaminants qui font qu'à un moment, tu vas te faire une maladie. Ouais, c'est-à-dire, tu bouffes du chrome parce que tu es travailleur du chrome dans une entreprise dans laquelle il y a de l'amiante et en plus, tu fumes, quoi. Le seul facteur de risque qu'on va te retrouver, c'est oh, il a fumé. C'est celui qui est le moins. Il a fumé du chrome, ouais. Puis c'est marrant, il a une asbestose, quoi. Et bon, c'est vrai que tout ça, c'est des trucs complexes, mais la médecine du travail, elle a quand même été aussi extrêmement, comment dirais-je, restreinte, quoi. Donc toute la surveillance des populations de travailleurs exposées à des risques, elle se fait dans quelques laboratoires où on laisse les mecs faire leur truc, mais c'est vraiment pas des trucs de routine, quoi. Non, par contre, voilà, de temps en temps, on se lance dans la surveillance des eaux de baignade, hein, pour assurer la population et mettre des beaux drapeaux, quoi.